Voilà. OK. Donc vous avez un certain nombre de diapositives qui seront toutes à votre disposition. Vous voyez pas bien? Qui seront toutes à votre disposition. Il y a toute une première partie sur laquelle je vais insister un peu plus, et puis après, il y aura les faits marquants sur les principaux antiépileptiques, mais sur lesquels on va aller un peu plus vite, et la présentation en couleur devrait vous aider à vous y retrouver sur les choses les plus importantes. L'essentiel étant aujourd'hui, puisque les diapositives, vous savez les lire sans moi, plutôt d'essayer de dégager les choses les plus importantes, celles sur lesquelles il faut concentrer votre attention et votre mémoire dans la perspective non seulement de l'examen, mais de la pratique future. Alors, quelques mots touchant l'épilepsie, ce n'est pas notre sujet. Normalement, vous l'avez vu, je crois déjà, ça. Hein, bon, donc, les définitions, les crises, ce sont des altérations transitoires du comportement qui sont liées, et c'est ça qui va nous intéresser, à une décharge anormale, synchrone, et c'est ça le mot important, synchrone, d'une population de neurones. Ça, c'est les crises. Et puis, il y a plusieurs types de crises. Elles peuvent être partielles, généralisées. Bon, on n'insiste pas. L'épilepsie, par opposition aux crises, c'est un trouble du fonctionnement cérébral qui est caractérisé par la survenue périodique et imprévisible de crises. Donc, l'épilepsie est faite de crises. Et on parle de l'épilepsie, en fait, la réalité des choses, même si on a distingué partiel et généralisé, on a été amené à aller un peu plus loin. Vous savez que c'est une pathologie pour laquelle il n'y a pas un examen biologique ou radiologique qui soit pathognomonique. On a donc été amené, faute d'en savoir plus pour le moment, à distinguer des syndromes épileptiques sur des caractéristiques cliniques dans les manifestations, mais aussi dans l'évolution, et aussi sur l'examen électroencéphalographique. Donc ce que l'on cherche, c'est à trouver le bon traitement pour le bon patient et pour le type d'épilepsie qu'il a. Alors, en gros, c'est une maladie qui est quand même très fréquente, donc c'est un sujet particulièrement pertinent. Vous avez des chiffres, mais on ne va pas rentrer dans le détail. C'est une affection qui est quand même relativement grave, et parfois très grave, puisque dans un quart des cas, l'épilepsie est résistante au traitement et on imagine ce que ça peut représenter comme invalidité. Là où c'est le plus invalidant, probablement, c'est surtout chez l'enfant. C'est là où les crises sont, où les épilepsies, les syndromes épileptiques sont les plus rebelles au traitement. Et c'est à cet âge que ça a le plus d'impact sur le développement cognitif. Il y a certains syndromes épileptiques pour lesquels les enfants, à l'âge de 8 ans, ils ont tous un quotient de développement en dessous de 40. Donc c'est grave. Alors, vous voyez sur cette courbe, ça vous permet un petit peu de vous représenter plus aisément l'incidence de l'épilepsie en fonction de l'âge. Vous voyez avec cette forme en cuvette que l'incidence est la plus élevée chez l'enfant et chez le sujet âgé. Simplement pour vous fixer les idées. Alors, on va rentrer maintenant plus dans le sujet du traitement. Le sujet du traitement, je pense que pour le présenter de manière intelligible, il faut commencer par un schéma physiopathologique sur lequel on va situer les dysfonctionnements et les endroits qu'on va essayer de viser avec le traitement médicamenteux. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'éléments biologiques qui permettent de séparer les syndromes épileptiques entre eux, donc rien de pathognomonique. Ce qui montre les limites de nos connaissances. Et pour le mécanisme, c'est un peu pareil. Hein. On est loin de tout savoir.
Et je vous présente de manière schématique ce qu'on peut présenter dans l'état actuel des connaissances. Vous avez ici deux types de cibles potentielles pour les médicaments. Le premier type de cible, c'est la membrane des neurones. Et sur la membrane des neurones, ce sont les canaux ioniques. C'est là que va se régler l'excitabilité des neurones. Et puis le deuxième type, c'est la transmission synaptique. Et là, pour rester schématique, on peut opposer, on peut considérer que les neurones sont régis par un équilibre entre des stimuli excitateurs et des stimuli freinateurs, inhibiteurs. Alors, le stimulus freinateur, il est en rapport avec la freination GABAergique et le stimulus excitateur par la transmission glutamatergique. Alors, pour revenir à la membrane des neurones, les cibles identifiées sur les neurones sont d'une part les canaux sodiques et d'autre part certains types de canaux calciques. Pour les canaux sodiques voltage dépendants, on pense que les cibles des médicaments qui agissent à ce niveau sont des traitements des épilepsies généralisées tonico-cloniques. On reste très très schématique, délibérément. En revanche, quand il s'agit des canaux calciques voltage dépendants, il s'agit essentiellement du type T et un type particulier d'épilepsie, les absences. Donc là, on a quelque chose de plus spécifique. Pour ce qui est de la transmission au niveau des synapses, il y en a une qui est inhibitrice par le GABA, je vous l'ai dit. Là, on est un petit peu plus armé. On a des médicaments pour favoriser l'effet du GABA, c'est-à-dire quelque chose qui va freiner l'excitabilité des neurones. Et là, en général, il s'agit d'épilepsie de différents types. Il y a un large spectre. Les médicaments qui agissent au niveau de la transmission GABAergique ont un large spectre thérapeutique. Et puis, vous voyez ici un point d'interrogation pour la transmission glutamatergique. Il n'y a pas actuellement de médicaments disponibles sur le marché pour freiner la stimulation glutamatergique. Ça viendra sans doute, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que j'entends un murmure, donc ça doit répondre à un besoin, enfin plutôt exprimer un besoin. Questions? Non? On peut y aller? Donc voilà un petit peu les cibles. Alors, au plan physiologique, vous avez une représentation ici de la membrane, l'intérieur du neurone, l'extérieur. Hop. Vous avez vu un peu? D'accord. Mais ça ne marche pas toujours quand on ne tape pas assez fort. Si? Ah bon. Est-ce que vous pensez que je vais l'abîmer? Oui, c'est vrai? Bon, on va être soft alors. Alors, ce qui caractérise le milieu... Non, parlez pas en même temps que moi parce que là, ce n'est pas possible. S'il vous plaît. Pour les questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça, voilà, tant que vous voulez. Mais pour les conversations perso, non, pas trop. Alors, en intraneuronal, ce qui caractérise, comme tout l'intérieur de toutes les cellules, c'est une faible concentration en sodium, une faible concentration en chlore et une forte concentration en potassium. Et à l'extérieur, beaucoup plus de sodium, beaucoup plus de chlore et moins de potassium. Des canaux chlore qui font sortir le chlore de la cellule, des échanges sodium-potassium qui font sortir le sodium en échange de l'entrée du chlore. Et puis au niveau du calcium, c'est plus pour les stimuli parce qu'il n'y a pas un bilan en moyenne. Ce qui se fait dans les deux sens s'annule. Il n'y a pas de flux net. Enfin, net comme on parle d'un budget.
Non, c'est pas clair ça. Bon. Alors on va essayer d'aller plus doucement. Ouais, ça marche quand même, hein. C'est vous qui avez raison. Représentez ici les canaux sodiques, donc transmembranaires, activés, inactivés. Bon, ils s'ouvrent, ils se ferment. Et surtout, déjà, vous voyez les cibles. Enfin, ils représentent, ces canaux sodiques, une cible pour différents médicaments qu'on va revoir. Mais bon, comme il y en a pas mal, que ça suppose un effort de mémoire, c'est bien d'y revenir, hein. C'est comme les vaccinations, il faut une injection initiale et des injections de rappel. Donc, carbamazépine, phénitoïne, valproate, des médicaments plus récents comme le topiramate, la lamotrigine, et puis beaucoup plus récent encore, le zonisamide. Alors, vous verrez que j'ai dit que je le présentais d'une manière schématique, aussi schématique qu'il est possible, parce que ce n'est pas si simple. Il y a quelques médicaments qui ont une cible très précise, et c'est surtout vrai dans la stimulation, les médicaments qui influent sur la transmission GABAergique. Mais là, au niveau des canaux, vous avez des médicaments qui agissent au niveau des canaux et à d'autres endroits, parfois plusieurs types de canaux, enfin, c'est avec les mêmes médicaments. Vous allez le voir. On passe au canaux calcique. Quel type d'épilepsie? Des absences. Vous trouvez encore l'acide valproïque, mais là, pour la première fois, vous voyez apparaître l'éthosuximide, qui est le médicament élu de l'absence dans l'état actuel de l'arsenal thérapeutique. Bon, sinon, vous voyez, ça s'ouvre, le canal de calcium passe, ça se ferme. Bon. Donc, finalement, les médicaments agissent sur l'ouverture, enfin, essentiellement pour fermer les canaux, parce que aussi bien l'entrée de sodium que l'entrée de calcium vont être dépolarisants, donc favoriser la stimulation du neurone, et ces médicaments vont freiner cette stimulation. Voilà. Maintenant, on passe à la synapse. À la synapse et exclusivement pour le moment à la transmission GABAergique. Vous avez ici une terminaison nerveuse dans laquelle vous avez une synthèse du GABA. Alors, il n'est pas... S'il vous plaît, question? Vous avez le GABA, une fois qu'il est synthétisé, on va y revenir, il est catabolisé in situ par la GABA transaminase. Et il donne des métabolites. Bon, le succinyl semi-aldéhyde qui est lui-même transformé par une déshydrogénase. C'est important parce que le catabolisme va pouvoir être freiné par certains médicaments, donc augmenter la quantité de GABA, donc augmenter le potentiel de freination de la stimulation du neurone. Vous avez ici un médicament, le vigabatrin, qui est un médicament qui est un inhibiteur spécifique de la GABA transaminase. Là, on est beaucoup plus ciblé que tout à l'heure, plus sélectif. L'acide valproïque ou valproate, il agit, vous voyez, on l'a vu agir au niveau des canaux sodiques, on l'a vu agir au niveau des canaux calciques, et on le voit encore agir, là, dans le métabolisme du GABA, en freinant à deux niveaux différents, sur la GABA transaminase et sur la succinyl semi-aldéhyde déshydrogénase, freinant le catabolisme du GABA, donc augmentant la concentration de GABA. Alors le GABA, il est dans des vésicules qui vont s'ouvrir et le GABA va s'éliminer par exocytose et il va aller agir, c'est les petites virgules, là, les petits têtards, qui vont aller agir sur le récepteur GABA. Ce récepteur GABA, il est associé à un canal chlore.
Et la stimulation par le GABA va ouvrir le canal chlore, du chlore va entrer, donc ça va faire rentrer des charges négatives, ça va hyperpolariser le neurone. Il a déjà, l'intérieur de la cellule est déjà en prédominance négative. Alors, ce GABA, il va pouvoir être recapté au niveau présynaptique. Et là, vous voyez une cible médicamenteuse potentielle encore dans l'inhibition de cette recapture par la thiagabine. Et ce médicament va donc augmenter la concentration de GABA dans la synapse, donc mettre davantage de GABA en contact des récepteurs, favorisant l'entrée du chlore et la stabilisation électrique du neurone. Alors, sur le récepteur lui-même, vous avez deux sites d'action de médicaments antiépileptiques, l'un pour les benzodiazépines, type diazépam, l'autre pour les barbituriques, type phénobarbital. Donc vous voyez que là, il y a tout un arsenal thérapeutique au niveau de la transmission GABAergique. Je peux continuer ? Là, vous avez une autre représentation du récepteur au GABA. Bon, c'est essentiellement, le but de cette figure est essentiellement de vous montrer qu'il y a des sous-unités, 2 alpha, 2 bêta et une gamma. Et le site de reconnaissance des benzodiazépines se trouve en alpha. De même, le site de reconnaissance du GABA. Bon, c'est un petit peu du détail. C'est pas fondamental à mémoriser. Alors, on revient un petit peu en arrière, là, parce que sur la synthèse du GABA, on n'a pas dit d'où ça sortait. Hein. Ça sort du cycle de Krebs, avec l'acide alpha-cétoglutarique qui, par transamination, vous voyez le NH2 qui vient se fixer là, donne naissance au glutamate. Ce glutamate, il est décarboxylé et c'est ce qui va donner naissance au GABA. Mais le GABA peut naître directement par transamination aussi du semi-aldéhyde succinique. Bon, je ne crois pas qu'il y a forcément, sauf si vous voulez faire de la neurophysiologie, un effort important de mémoire à faire sur ce schéma, mais au moins pour vous situer, voir d'où ça vient. Alors, bien qu'on n'ait pas grand-chose à vous dire, au plan thérapeutique, vous avez ici une synapse glutamaergique, donc excitatrice pour les neurones, pour vous montrer que c'est probablement ce que vous savez déjà, que vous avez vu en physiologie, plusieurs types de récepteurs, 4 types, dont le récepteur NMDA et le récepteur AMPA. Je passe parce que pour le moment, il n'y a pas de cible, ça ne représente pas une cible thérapeutique. Vous avez ici l'AMPA qui vous montre sa configuration transmembranaire, mais on ne va pas insister trop. Alors, on est finalement insensiblement, on a glissé de la physiopathologie à la pharmacologie, dire qu'on même a glissé tout de suite. Donc ceci, après la physiopathologie, vous resitue la pharmacologie.
mais avec des choses que nous venons déjà de voir. Simplement, on va essayer ici... non, là, il y a une erreur. C'est le contraire. On va augmenter l'inhibition. Enfin, ça, non, excusez-moi, j'ai une bêtise parce que c'est dans l'épileptogénèse, c'est ce que je vous avais dit, on peut considérer qu'il y a soit une diminution de l'inhibition qu'il va falloir stimuler, soit une augmentation de l'excitation. Non, on est encore dans la physiopathe. Voilà. Alors, ce tableau que vous pouvez considérer comme, à juste titre, un peu fastidieux, vous permet de resituer les principaux médicaments. Enfin, là, ce sont les médicaments de la plus ancienne génération par rapport aux 3 cibles que nous venons de voir, avec ici les canaux sodiques, voltage dépendant, les canaux calciques, voltage dépendant, et la transmission GABAergique. Donc, au niveau, la stimulation au niveau des canaux sodiques, les médicaments vont freiner le retour des canaux de l'état inactivé à l'état activé. Et pour la transmission GABAergique, ils vont augmenter la durée d'ouverture des canaux chlore. Alors, le phénobarbital, il y a eu un glissement dans les transferts des barres du tableau. Bon, ça ne le rend pas illisible. Le phénobarbital, il y a une action au niveau des canaux sodiques, il y a une action au niveau de la transmission GABAergique. La phénitoïne, essentiellement une action au niveau des canaux sodiques. La carbamazépine, canaux sodiques. L'acide valproïque, canaux sodiques, mais on a vu sensible. Principalement, parce que vous avez vu tout à l'heure, ne croyez pas qu'il y ait de discordance. Là, on essaie de se focaliser sur les actions principales, même si vous les avez vues à d'autres endroits, notamment l'acide valproïque, vous l'avez vu sur le canaux calcique, ça ne figure pas ici. Bon, on considère qu'il joue son rôle essentiellement sur le canaux sodique. Alors, ensuite, l'acide valproïque. Les benzodiazépines, c'est essentiellement sur le récepteur GABA, quelle qu'elle soit. Donc vous avez parmi les médicaments antiépileptiques, vous avez le diazépam, le clonazépam et le clobazam comme les principales benzodiazépines utilisées dans une indication antiépileptique. Le diazépam, c'est essentiellement des situations aiguës, comme par exemple le traitement de la crise convulsive chez l'enfant, avec par exemple l'injection intrarectale. Et puis le clonazépam et le clobazam, c'est davantage dans des situations chroniques. Vous avez l'éthosuximide qu'on retrouve avec son effet sur le canal calcique, que vous aviez bien identifié tout à l'heure pour l'effet sur les absences. Bon, c'est un tableau qui permet de récapituler un petit peu ce que nous avons vu de manière éparpillée au fur et à mesure des cibles. On peut y aller ? Alors là, vous avez des médicaments de nouvelle génération. Vous avez la phosphénitoïne, c'est un faux nouveau médicament, au sens où ce qui est nouveau, c'est le fait que ce soit une prodrogue, mais c'est une prodrogue de phénitoïne, donc c'est nouveau parce que ça permet d'avoir une forme injectable avec un pH qui est moins alcalin, moins agressif, avec un intervalle thérapeutique un peu plus large et bon, un maniement un peu plus facile. C'est ça qui est nouveau. Mais comme molécule, c'est la phénitoïne, donc c'est un médicament d'ancienne génération. Vraiment nouveau, vous avez le vigabatrin, que je vous avais montré sur le schéma, comme inhibiteur
de la GABA transaminase. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est un inhibiteur irréversible. Je sais pas, est-ce que vous vous souvenez d'un médicament dans une autre classe thérapeutique qui en est, voilà, l'aspirine, qui, sur la cyclooxygénase, se fixe de manière irréversible. Donc, il va augmenter la concentration du GABA. Le felbamate, on ne sait pas trop comment il marche, donc il y a des points d'interrogation partout. Mais étant donné, vous allez voir que c'est un médicament qui est très peu utilisé à cause de ses effets indésirables graves, bon, vous ne cassez pas trop la tête. Le topiramate, c'est un médicament qui est nouveau et qui a probablement va occuper une place importante. Il agit essentiellement au niveau des canaux sodiques, mais aussi au niveau du récepteur GABA. La gabapentine, c'est carrément un analogue du GABA. Donc, il joue un peu un agoniste GABAergique qui va jouer le même rôle que le GABA. La thiagabine, vous l'avez vu sur le schéma, c'est un inhibiteur de la recapture du GABA qui va donc augmenter la concentration du GABA au niveau de la synapse. C'est des médicaments qui sont sur le marché. Il y a d'autres médicaments qui arrivent, bon, chaque chose en son temps. Ça fait déjà pas mal à ingurgiter, je trouve. On peut y aller? Non? Pas encore? Cette fois, on y va. Hein. Alors ça récapitule. Bon, vous voyez finalement les anciens et les modernes. Finalement, il y a plus de place dans l'activité au niveau du GABA pour les nouveaux, aux dépens de l'action au niveau des canaux sodiques. Bon, c'est la seule chose qui soit... Alors, un tout petit peu... Comment ? Ces tableaux contiennent beaucoup d'informations. Elles ne sont peut-être pas facilement lisibles depuis l'amphi. Vous allez tous les avoir. Ce qui importe, c'est d'en dégager simplement les éléments importants. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Comment ? Comment ? Ben oui, c'est pour ça que je suis là. Sinon, je vous laisserai les diapositives. Alors, vous avez les DCI, ça veut dire dénomination commune internationale, je pense que vous le savez, les spécialités. Et ce tableau, il a principalement comme objectif de vous montrer que ces médicaments dits classiques, de première génération, sont disponibles à la fois sous forme orale, grosso modo, pour la plupart d'entre eux, et sous forme injectable. Et vous verrez que ça n'est pas le cas pour beaucoup de médicaments de nouvelle génération qui sont principalement disponibles seulement dans l'état actuel des choses sous forme orale. Alors, un petit point concernant le dilantin, qui est la forme injectable de phénitoïne. Vous voyez le pH 12 de la solution. Donc, c'est un produit qui est très agressif pour les veines, qu'il faut diluer et qu'on ne peut pas diluer dans autre chose que du sérum physiologique, sinon, surtout pas de glucosé, sinon ça précipite. Et puis aussi, Q, c'est pour le débit. Donc le débit maximum, bon, je ne veux pas qu'il faut retenir le chiffre, mais disons qu'il ne faut pas le passer trop vite. Bon, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce tableau. Là, vous avez des médicaments de nouvelle génération. Le jeune vieux, la phosphénitoïne, qui est un pro-phénitoïne. Vous voyez, on a amélioré un peu les choses parce qu'on est passé du pH 12 à peu près à un pH 9, ce qui est quand même moins alcalin, et qu'on peut le diluer dans du glucosé et le passer à un débit qui est 3 fois supérieur. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plus facilement maniable.
mais enfin, ça a quand même un pH alcalin, ça n'a pas une bonne tolérance veineuse. Et c'est essentiellement pour ces points-là que ça mérite d'être mentionné. Alors, pour les autres, vous voyez, la motrigine, vigabatrin, felbamate, topiramate, gabapentine, thiagabine, vous avez des formes orales, mais rien en forme injectable dans l'état actuel de l'arsenal thérapeutique. Le détail, ça n'a pas, c'est pour vous illustrer, mais vous n'avez pas à mémoriser. C'était trop vite? Non. Alors, ça, c'est donc on était tout à l'heure sur les posologies et les formes galéniques. Là, la pharmacocinétique, bon, ce sont des médicaments qui, à part la phénitoïne, sont relativement bien absorbés par voie orale. Plus ou moins bien, mais relativement bien. Ce n'est pas la peine de faire des efforts de mémoire sur le détail. Le reste, alors bien sûr, il y a un petit, pour la forme injectable du diazépam, utilisé par voie rectale, permet d'avoir une résorption rapide et un traitement efficace symptomatique des crises convulsives. La liaison protéine, bon, elle est variable, mais on ne va pas s'apesantir là-dessus. Volume de distribution, j'ai même rien mis, parce que ça n'a pas beaucoup de conséquences pratiques thérapeutiques. Alors, pour ces mêmes médicaments, par contre, il y a davantage de choses à dire sur leur élimination et sur leurs interactions. Là, ça mérite davantage d'attention. Le phénobarbital, alors, il y a une croix dans le métabolisme, ça veut dire qu'il est métabolisé. Il est métabolisé, et vous voyez, au plan hépatique, pour 60%. Et c'est un médicament qui se distingue un peu du lot, parce qu'il est à la fois éliminé par le foie et par le rein. Alors que vous allez voir que tous les autres sont éliminés, de cette ancienne génération, éliminés par le foie, par transformation métabolique. Alors, il est métabolisé, mais au plan du métabolisme, il a une propriété importante, c'est un inducteur, c'est-à-dire qu'il va être capable d'induire le catabolisme des autres antiépileptiques et même d'autres médicaments. Il va favoriser la synthèse des cytochromes, principalement. Et là, vous avez des abréviations. DPH, c'est pour diphénylidentoïne, c'est la phénitoïne. CBZ, técarbamazépine. DZP, c'est le diazépam. VPA, c'est valproïque acide. Et puis d'autres. Donc, il induit. Bon. Alors, il est intéressant de savoir qu'il est éliminé à 40% sous forme rénale parce que c'est un acide faible. Et en cas d'intoxication, on utilise le fait qu'il soit éliminé par le rein pour favoriser son élimination. Je m'explique. En perfusant des bicarbonates et en alcalinisant les urines, dans le tubule rénal, dans des urines alcalines, il va être davantage ionisé et il va être moins réabsorbé, ce qui, en situation d'intoxication, favorise son élimination dans l'urine. Donc c'est une particularité à implication thérapeutique qu'il est important de connaître. La primidone, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, parce que c'est en réalité un médicament, c'est une prodrogue de phénobarbital. 15% sont transformés en phénobarbital. Donc, ce n'est pas particulier, donc je passe. La phénitoïne, ça, c'est un antiépileptique délicat. Il y a une croix éliminée par métabolisme, essentiellement hépatique. Mais alors, ce qui est particulier, c'est que cette élimination est saturable. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans une situation saturable, on apporte du substrat de plus en plus quand les doses augmentent et que les concentrations plasmatiques s'élèvent. Et finalement, l'organisme, le foie en l'occurrence, élimine davantage de produits par unité de temps. Mais quand tous les enzymes, toutes les molécules enzymes sont occupées, ben si on continue d'augmenter les apports, on sature. Et si on sature, eh bien la cinétique d'élimination n'est plus la même.
on passe d'une cinétique d'ordre 1, où l'élimination est proportionnelle à la concentration, à une cinétique d'ordre 0, où elle devient constante, limitée par la quantité de molécules, de molécules enzymes disponibles. Et ça, c'est ce qui explique que, vous voyez, quand la concentration plasmatique de la phénitoïne, eh bien, quand on augmente la posologie, au lieu d'augmenter de manière proportionnelle, comme ça devrait être, enfin comme ça devrait être comme c'est au-dessous du seuil, à ce moment-là, c'est proportionnel, donc c'est une ligne droite. On dit que la cinétique est linéaire, c'est de là que ça vient. Et après, on passe de la cinétique linéaire ou d'ordre 1 à une cinétique d'ordre 0, où la concentration augmente beaucoup plus que ne le voudrait l'augmentation de dose. Et ça, c'est extrêmement troublant pour le praticien, parce qu'il augmente un tout petit peu la quantité de médicaments, et il voit les concentrations qui augmentent de manière disproportionnée. Et sa première idée, c'est que ça déconne au laboratoire. En réalité, ce n'est pas le cas, simplement parce qu'on est passé en cinétique saturable. Et ça rend le maniement de ce médicament extrêmement délicat, parce que le seuil de saturation est très proche des concentrations thérapeutiques. Donc et c'est très variable d'un patient à l'autre. Donc j'en veux pour les antibiotiques, c'est un antiépileptique qui est très utile, mais empoisonnant dans le maniement, et qui du coup peut, en passant en cinétique d'ordre 0, entraîner beaucoup d'effets indésirables. Alors, lui aussi, c'est un inducteur pour les autres antiépileptiques et d'autres molécules. Donc, encore un autre médicament inducteur. La carbamazépine, elle est aussi éliminée, il y a une croix, essentiellement par métabolisme, pareil, hépatique. Et c'est aussi un inducteur pour les autres antiépileptiques et les autres médicaments. C'est même un auto-inducteur, c'est-à-dire que quand vous croyez que vous allez atteindre l'état d'équilibre, finalement, comme il y a une induction des enzymes du catabolisme de la carbamazépine, elle va être éliminée plus, c'est-à-dire que sa clairance va spontanément augmenter, et que si la dose n'est pas modifiée, les concentrations à l'état d'équilibre vont baisser. Ça, c'est un phénomène que l'on observe sur 2 à 4 semaines, au début du traitement. Après, on se retrouve dans un autre état, mais qui est de nouveau stable. L'acide valproïque, alors lui aussi, il est transformé, éliminé par le métabolisme, essentiellement hépatique, mais il est différent des autres à beaucoup d'égards. Il est différent des autres pour le métabolisme parce que sa transformation n'est pas dépendante des cytochromes, ou en tout cas pas complètement. C'est une molécule qui est proche des acides gras. Et il est catabolisé par bêta-oxydation au niveau des mitochondries, comme un acide gras. Et ça, c'est une particularité. Et alors, une autre particularité, c'est que alors que tous ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent étaient des inducteurs, eh bien lui, c'est un inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va inhiber le catabolisme des autres antiépileptiques, c'est-à-dire que si on inhibe le catabolisme à dose égale, les concentrations vont augmenter. Et ça, c'est le seul. Donc, c'est au plan mémorisation, acide valproïque inhibiteur. Le reste, si vous ne savez pas, tous les coups, c'est inducteur. Donc inhibiteur non seulement pour les autres antiépileptiques, mais pour d'autres médicaments. Le diazépam, lui aussi, il est éliminé essentiellement par métabolisme, mais ce qui est à noter, c'est qu'il a un métabolite actif. Et ce qui est particulier, c'est que cette molécule, ce métabolite, a une demi-vie qui est encore plus longue que la molécule mère, ce qui est rare, parce qu'en général, après transformation métabolique, il s'élimine mieux, plus vite, et là, c'est le contraire, il s'élimine plus lentement. Et ça, par exemple, vous avez des enfants dont les mères
ont reçu, avant la naissance du diazépam, ils se retrouvent avec un métabolite qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'éliminer complètement, mais qui a une longue demi-vie, ce qui fait que, alors qu'ils sont normaux, ils ont des problèmes à la naissance, il faut les stimuler, et surtout, ce qui traîne le plus longtemps, c'est un déficit de succion. Il faut les gaver pendant 3 semaines, 1 mois, alors qu'ils sont par ailleurs normaux et que rien n'explique cet apparent déficit neurologique, si ce n'est le médicament et son métabolite. Le clonazepam, je n'ai pas mis en jaune, je ne sais pas pourquoi, il est aussi métabolisé, hépatique. Le clobazam, même chose, et lui aussi un métabolite actif. L'éthosuximide, métabolisme hépatique. Bon, vous avez des chiffres de demi-vie sur le côté, c'est pour vous donner une idée, mais pas d'effort de mémorisation à faire. Centrez-vous, par contre, c'est important de savoir les pouvoirs inhibiteurs et inducteurs pour comprendre les interactions médicamenteuses et du coup pouvoir les prévenir. Donc vous voyez, il n'y a guère que ici, pour le phénobarbital, qui a d'élimination rénale, tout le reste, c'est hépatique. Nous sommes sur des antiépileptiques d'ancienne génération. Passons maintenant, je peux, à ceux de nouvelle génération. Ouais, c'est difficile à lire, mais c'est pas grave. Vous êtes aveugle et je vous guide. Faites attention à la marche. Alors, seule chose que je vous dirais pour la phosphénitoïne, cette prodrogue de phénitoïne, c'est que c'est pas une phosphatrase, mais c'est une phosphatase. Que 1,5 mg de phosphénitoïne, après qu'on ait éliminé la molécule qui sert à stérifier, il ne reste plus que 1 mg. Hein, donc c'est un rapport 3-2. C'est important en termes de posologie, parce que ça, c'est encore une source d'erreur possible. Alors passons maintenant aux vrais nouveaux médicaments. Restez avec moi. Globalement, on ne va pas s'appesantir sur l'absorption intestinale. C'est des médicaments qui sont globalement assez bien absorbés par l'intestin. Donc, on ne s'appesantit pas. La distribution, on ne va pas en parler beaucoup. On va se centrer sur l'élimination et le métabolisme. La lamotrigine, élimination métabolique hépatique. Mais là, ça n'est plus les cytochromes, c'est essentiellement la glycuroconjugaison. Et alors, ce qui est très particulier avec ce médicament, c'est que si vous ajoutez, c'est ça que ça veut dire, plus inducteur, ou si vous ajoutez des inhibiteurs, ou si vous ajoutez les deux, eh bien, ça va considérablement changer l'élimination du produit. Hein, ne confondez pas un médicament qui est inducteur ou un médicament qui se fait induire. Là, il se fait induire par les autres inducteurs qu'on a vus, diphénylidentoïne, carbamazépine, phénobarbital. Et là, regardez simplement pour avoir une idée, la demi-vie, qui est donc un reflet indirect de la clairance, elle diminue de moitié. C'est-à-dire que ce médicament va être éliminé 2 fois plus vite quand il est associé avec d'autres antiépileptiques inducteurs, et ce n'est pas exceptionnel, ce qui va dire que ça va complètement changer les posologies nécessaires pour obtenir le même niveau de concentration plasmatique. Si vous l'associez plus inhibiteur, c'est l'acide valproïque, hein, puisque c'est le seul, regardez un petit peu. Par rapport au point de départ, on double la demi-vie. Donc, si on diminue de 2 fois l'élimination, il va falloir diminuer de 2 fois la posologie pour avoir le même niveau de concentration plasmatique. Et si vous mettez à la fois des inducteurs et des inhibiteurs, vous vous retrouvez comme s'il n'y avait rien. Leur action se neutralise. Mais vous voyez, un petit peu, ce n'est pas 5 ou 10%, c'est carrément du simple au double. Ça veut dire que ça a une pertinence clinique. Et c'est pour ça que je vous en parle avec une certaine insistance. Le vigabatrin, ce médicament spécifiquement inhibiteur de la GABA transaminase, lui, il est essentiellement éliminé par le rein.
ça change. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de cette caractéristique en cas d'insuffisance rénale. Et pia, 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 et pia, 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 et pia, pia, pia. Bon, le felbamate, c'est un médicament qui est éliminé par transformation métabolique. Alors c'est très compliqué. Il est pour certaines molécules inducteur et pour d'autres inhibiteur. Bon, gardez-le dans un petit coin parce qu'on ne va pas en faire beaucoup d'usage de celui-là, donc je ne voudrais pas vous charger la mémoire pour un investissement limité. Le topiramate, plus important, c'est un médicament qui est assez peu transformé par le foie, mais essentiellement éliminé par le rein. Encore un par le rein. Et il est éliminé à la fois par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire. Donc, précaution d'emploi en cas d'insuffisance rénale en fonction du degré de l'insuffisance rénale. Gabapentine, pareil, faible transformation métabolique hépatique, essentiellement éliminée par le rein. En revanche, la thiagabine, on retombe sur un schéma plus classique, essentiellement éliminée par métabolisme hépatique. Donc les couleurs ont pour but de vous aider à faire un tri entre l'élimination rénale et l'élimination hépatique. Et puis aussi vous préciser ce qui est inducteur et inhibiteur. C'est essentiellement ça qu'il faut retenir de ces tableaux. Et ça, c'est important. Alors, le suivi thérapeutique des concentrations plasmatiques. Oula. Alors, le suivi thérapeutique des concentrations plasmatiques, ça veut dire qu'on va mesurer les concentrations plasmatiques pour essayer de s'aider dans les posologies. Il faut que, pour que ça ait une pertinence quelconque, qu'il y ait un lien établi entre concentration et effet, que ce soit l'effet souhaité, contrôle des crises, ou les effets indésirables. Il faut que l'intervalle thérapeutique soit étroit, sinon c'est pas justifié. Et puis il faut qu'en plus, il y ait une grande variabilité interindividuelle, parce que si en plus la cible est étroite et qu'on a un fusil à tirer dans les coins, c'est sûr qu'il va falloir réajuster le tir, en gros. Alors, non, vous affolez pas. La seule chose que vous ayez à retenir ici, essentiellement, c'est que les antiépileptiques classiques, on a montré un certain lien, pour la plupart d'entre eux, je dis bien un certain lien, entre concentration plasmatique et effet, ce qui fait que pour le moment, on considère que ce n'est que parmi ceux-là qu'il y a pertinence éventuelle à mesurer la concentration plasmatique. Et là, vous avez marqué, excusez-moi, en pratique, oui ou non. Donc, il n'y a que les benzodiazépines pour lesquelles, parce qu'elles ont un intervalle thérapeutique assez large, pour lesquelles on ne mesure pas la concentration plasmatique pour suivre le traitement. Et pour les autres, oui. Vous voyez, c'est tout ce qu'il faut retenir. Pour les nouveaux antiépileptiques, eh bien, à part la phénitoïne, le prodilantin, où on retombe, la phosphénitoïne, on retombe sur le cas de la phénitoïne. Pour tous les autres, il n'y a pas vraiment de relation nette qui ait été mise en évidence, ni pour l'effet antiépileptique, ni pour les effets indésirables, ce qui fait qu'en pratique, on ne mesure pas leur concentration plasmatique pour s'aider à adapter individuellement le traitement. Alors, quand est-ce qu'il faut mesurer? Quand il y a pertinence. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas le faire systématiquement. Il faut que vous soignez votre malade, pas sa concentration plasmatique. Et c'est surtout sur la clinique que l'on va adapter la posologie bien avant la concentration plasmatique. Et on va faire une mesure de concentration plasmatique que dans 2 cas,
ou bien il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire qu'on donne une dose dont on pense a priori qu'elle est suffisante, et ça ne marche pas. Donc c'est une sage précaution que de vérifier qu'on est à des concentrations usuelles, pour dire, bon, ben, déjà il prend son médicament, et puis ben, ça ne marche pas aux concentrations usuelles. Donc c'est une indication pour passer à une autre molécule ou pour en associer une autre. Et puis l'autre situation, c'est la survenue d'un effet indésirable. Dire, comment ça se fait il y a un effet indésirable, est-ce qu'il ne serait pas surdosé? Bon. Alors, en dehors de l'urgence, pour le maniement, il y a une chose importante à retenir, à part, en dehors de l'urgence, hein, il faut que le début du traitement soit progressif. Et c'est la meilleure façon de prévenir la survenue de beaucoup d'effets indésirables. De la même façon, quand on doit arrêter le traitement, sauf s'il y avait besoin d'arrêter immédiatement, mais ce qui est exceptionnel, il faut diminuer progressivement. Parce que si on ne diminue pas progressivement, non seulement on risque de voir récidiver les crises et parfois de voir le patient basculer en état de mal épileptique, mais éventuellement d'avoir un syndrome de sevrage en rapport avec la diminution brutale du traitement. Autre premier, deuxième, troisième grand principe, diminuer la pathologie en cas d'insuffisance hépatique. Et vous avez ici les médicaments pour lesquels c'est valable, la plupart d'entre eux, puisque vous avez vu qu'ils étaient principalement éliminés par le foie, mais vous en avez quand même quelques-uns qui sont éliminés par le rein, et il faudra diminuer les posologies en cas d'insuffisance rénale. En cas d'urgence, ce qui est tout à fait différent comme situation, eh bien, on a par exemple l'administration, j'ai déjà fait allusion, du diazépam sous sa forme injectable, administré par voie rectale chez l'enfant. Bon. Et puis aussi autre chose, la dose initiale de charge. La dose initiale de charge, c'est la dose qui permet d'obtenir très rapidement une concentration à un niveau suffisant qui est du même ordre que celle que l'on aurait obtenue en attendant que s'établisse l'état d'équilibre. Mais par exemple, si vous avez un nouveau-né avec une demi-vie qui est de 24 heures, par exemple pour le phénobarbital ou la phénitoïne, au moins, comme il vous faut au moins 5 jours pour obtenir l'état d'équilibre, si vous attendez 5 jours pour avoir un traitement efficace, ce n'est pas possible. Donc on donne une dose initiale de charge et puis on prend le relais par le traitement d'entretien. Alors, à quel moment il faut mesurer la concentration plasmatique? Quand on n'est pas dans une situation aiguë qu'on veut vérifier, par rapport au début du traitement, c'est à l'état d'équilibre. Donc il faut déjà qu'il soit écoulé un certain nombre de jours par rapport au début du traitement, si on a commencé progressivement. Par rapport à la dernière prise ou la prise suivante, il faut préférer juste avant la concentration suivante pour avoir une concentration minimale. Alors, la concentration maximale, c'est un peu illusoire parce que ça varie d'une fois à l'autre, d'un patient à l'autre. Et on peut mesurer à une demi-heure, par exemple, mais on ne sait jamais si on est encore en train de monter ou si on est déjà en train de descendre. Donc, ce n'est pas fiable. Mais indépendamment de cette situation stable, la concentration est utile à mesurer en cas d'événement clinique. Soit récidive de crise, soit effet indésirable, et le plus proche possible de cet événement, pour essayer d'établir un lien. Alors, pour relativiser l'importance de tout ça et pas vous entraîner à la surconsommation de dosage de médicaments, il faut quand même ne pas perdre de vue que ça peut être un guide utile, mais que ça n'a qu'une valeur indicative, et ce qui prime, c'est le patient, pas la concentration plasmatique. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, les diapositives supplémentaires. Alors, non, attendez. Pas de manifestation, c'est presque fini. Je vais, sur les toutes premières, vous donner le mode d'emploi pour que vous puissiez continuer tout seul. Étant entendu que les notions essentielles, mais oui, mais pas d'affolement. J'ai passé du temps à vous mettre des couleurs pour vous mâcher le travail. Vous avez en gros une diapositive
par molécule. Oh là là. Tu te rends compte? Bon, là, il y a des médicaments qui ont un spectre thérapeutique étroit, d'autres qui ont un spectre large. C'est marqué ici, ça vous permet de situer. Là, vous voyez, régression de l'utilisation à cause des effets indésirables. Attendez. Vous êtes dur, hein? Entre les sifflets pour demander la pause et... bon sang. Enfin, ouais, bah oui, d'accord. On a compris. Vous voyez, c'est un médicament dont, par voie orale, Péros, l'utilisation est en voie de régression. Par contre, il conserve encore une place en situation aiguë par voie intraveineuse dans l'état de mal épileptique. Beaucoup d'effets indésirables. Donc, c'est un médicament qu'on utilise moins. Bon, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Vous voyez, j'ai mis l'accent sur sur effets indésirables particulièrement graves. Vous en avez d'autres à titre documentaire, mais c'est une liste indigeste. Donc, je vous ai mis en couleur les trucs pour essayer de frapper votre mémoire. Les précautions d'utilisation pour la phénitoïne, voilà, etc. Hein. Mais, encore une fois, cette partie du cours, faut considérer que c'est pour en savoir plus, mais que les notions essentielles ont été envisagées avant ces diapositives supplémentaires. Donc qu'on soit bien d'accord sur ce sur quoi il faut centrer vos efforts. Je vous remercie de votre attention. J'ai l'impression que vous n'avez pas de questions, parce que vous direz une volée de moineaux là, qui sont en train de... Bon, bonne fin de journée.